Également, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 puisqu'on va parler de la rentrée scolaire et comment elle s'est passée avec notre invitée Audrey Lalanne, secrétaire nationale de UNSA. Bonjour. Bonjour. Alors, au-delà des déclarations du ministre Gabriel Attal des uns et des autres, comment s'est réellement passée cette rentrée? Combien il manque de profs? Est-ce qu'il y a eu des petits couacs qui ont été un peu mis sous le tapis? Alors cette rentrée, on va dire qu'elle s'est passée un petit peu comme toutes les autres, c'est-à-dire avec des tensions, mais avec des personnels qui font leur maximum pour que cela ne se voit pas et faire en sorte que cela ne se répercute pas sur les élèves. Donc oui, bien sûr, il nous manque encore des enseignants, mais il nous manque également d'autres personnels, hein, des personnels d'éducation, des psychologues. On a besoin d'un maximum de personnel et aujourd'hui, on voit encore dans de nombreux établissements que ce n'est pas le cas. Et donc malgré les annonces d'il y aura un prof devant chaque classe, on voit bien qu'en réalité, on manque encore d'enseignants, on manque de personnel pour pouvoir faire notre mission d'éducation. Mais alors, on a vu, hein, au-delà de la priorité de ce manque d'enseignants, de mettre un enseignant devant chaque élève, comme disait Gabriel Attal, hein, chaque classe en réalité, déjà ce serait bien, la priorité était à la chasse aux vêtements amples, hein, et pas seulement les abayas, puisque certaines jeunes filles se sont fait refuser l'entrée simplement parce qu'elles portaient des vêtements amples, parce qu'elles étaient un peu contrariées, hein, par leur corps d'adolescente. Qu'est-ce qui s'est passé là encore sur cette hystérie sur l'abaya? Est-ce que c'était un coup de com' selon vous, ou est-ce que c'était quelque chose de nécessaire pour imposer davantage la laïcité dans nos établissements? Alors effectivement, je crois que vous avez raison quand vous parlez de coup de com'. Sincèrement, ce n'est pas en tout cas la chose qui va permettre de régler les problèmes d'atteinte à la laïcité. La question de l'abaya, c'est une question qui se focalise uniquement sur un objet très très particulier et on laisse de côté tout le reste. Déjà, si je peux me permettre simplement de rappeler que la laïcité, c'est un principe émancipateur. La laïcité, c'est la liberté de conscience. Malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de la laïcité, on parle d'atteinte à la laïcité et de tout ce qui peut poser problème. Donc oui, c'est un souci. En revanche, ce n'est pas ce qui va résoudre la question des atteintes à la laïcité. C'est ouvrir une brèche en plus dans un règlement et dans une loi qui sont pourtant assez clairs sur le fait que on ne doit pas porter de signes ou de tenues qui montrent, qui manifestent ostensiblement l'appartenance à une religion. Donc pour nous, cette interdiction n'amène rien de plus que ce qui existait et n'est pas la solution, en tout cas ne va pas régler la situation. Alors l'autre solution qui est sur la table, hein, puisqu'on parle chiffon et tenue vestimentaire, c'est l'uniforme à l'école, hein. Alors Brigitte Macron est totalement pour, Gabriel Attal se dit ouvert à certaines expérimentations, Éric Ciotti voudrait que ce soit dans certains quartiers prioritaires, donc une stigmatisation là encore de certaines populations. Vous en pensez quoi, vous, de l'uniforme à l'école? Vous êtes pour ou contre? Alors, nous ne sommes pas pour un uniforme à l'école. Bon, déjà, effectivement, vous parlez de Brigitte Macron. Je ne savais pas qu'elle était ministre de l'Éducation nationale. Quasiment. Et c'est vrai qu'on a régulièrement des annonces comme ça. Les choses doivent se construire avec les personnels, pas simplement de par un souvenir qu'on a eu de son enfance ou d'une imagination qu'on a, parce qu'on a parfois une vision un peu passéiste des choses. Je rappelle d'ailleurs que l'uniforme n'a jamais existé en France. Il y a eu des blouses qui ont existé, mais on n'a jamais eu d'uniforme en réalité. Et la question de l'uniforme pour gommer les différences, puisque on entend ça et que l'intérêt c'est bien de travailler contre les inégalités scolaires, et autant on peut partager le but, l'objectif, autant l'objet n'est pas le bon. Vous avez beau avoir des uniformes, vous aurez toujours des élèves qui auront des chaussures différentes, certaines de marque, d'autres non. Peut-être des élèves qui pourront s'acheter des uniformes neufs régulièrement et pas les autres. Enfin, ça ne va pas régler les différences que l'on voit aujourd'hui. C'est pas là-dedans qu'il faut trouver des solutions. Nous, on pense plutôt au SEUNSA que c'est via la mixité scolaire notamment que l'on peut agir et que l'uniforme qui viserait à gommer des inégalités n'aurait pas cette vertu en réalité. Alors, avant de parler justement des programmes scolaires, hein, puisque c'est question de ça à l'école quand même, d'apprendre des savoirs essentiels, on va parler de la laïcité, puisque Emmanuel Macron répondait aux questions d'Hugo Décrypte en début de semaine, faisait un parallèle même en s'en défendant entre Abaya et l'assassinat de Samuel Paty. Qu'est-ce qui a été fait finalement depuis l'assassinat de ce professeur par un djihadiste pour protéger les professeurs, pour expliquer la laïcité dans l'école? Est-ce qu'il y a eu des référents laïcité comme c'était annoncé? Il y avait des équipes valeurs de la République qui étaient dépêchées pour la rentrée. Qu'est-ce que vous avez vu pour expliquer la laïcité, pour la mettre en pratique dans les établissements scolaires? Alors on n'a pas vu assez de choses. Je tiens quand même à préciser que la laïcité, c'est quelque chose que l'on défend à l'école depuis toujours, que
on n'a pas attendu l'assassinat de Samuel Paty pour s'emparer de la laïcité, évidemment. Mais effectivement, on nous a promis des formations. On nous a promis de nombreux formateurs, 1000 formateurs sur toute la France. Pour l'instant, ce ne sont pas encore des choses qui sont réellement opérationnelles. Or, on a besoin de former, certes, des formateurs, mais de former l'ensemble des personnels, puisqu'on est tous confrontés à cette situation. Enfin, on est tous confrontés à la laïcité. On doit tous pouvoir expliquer aux élèves ce que c'est. Donc, il nous faut absolument ces formations qui, pour l'instant, tarde beaucoup à se mettre en œuvre. Oui, il y a des référents, mais c'est toujours pareil. C'est beau les effets d'annonce, mais on a besoin sur le terrain de personnel qui soit formé, qui puisse être disponible pour aider les différents personnels qui œuvrent au quotidien dans les écoles, dans les établissements. Donc il faut faire plus, mais et vous allez voir toute la difficulté que l'on rencontre, c'est qu'on a besoin de formation à la laïcité. Or, avec le pacte notamment, ou avec les annonces qui ont été faites, on nous dit bien que les formations, faut pas trop en faire sur le temps de classe quand même, parce que les élèves ont besoin d'autre chose. Donc, on est face à cette problématique. À la fois, il faut former les personnels, mais en même temps, on veut pas trop les former, puisque ça prend du temps de classe. Mais c'est incroyable parce que les personnels, justement, on va les recruter un peu n'importe comment, avec ces job dating, ces speed dating pour chercher du personnel enseignant parce qu'on a du mal à recruter des professeurs. Ça va être une catastrophe. Qu'est-ce que vous pensez du pacte enseignant, en l'occurrence, sur ces heures sup, sur davantage de missions aux professeurs? Est-ce qu'il y a quelque chose quand même de positif dans le pacte enseignant? Alors dans le pacte enseignant, moi je vous dirais qu'il n'y a pas spécialement quelque chose de positif. Nous avons eu des mesures socles, c'est-à-dire qui concernaient tout le monde. Ça, ce sont des mesures qui permettent effectivement des avancées. En revanche, pour le pacte, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce sont des possibilités qu'on offre aux enseignants. En fait, on leur dit, vous pouvez travailler plus pour gagner plus. Ouais. Et on voit bien que malheureusement, c'est souvent le problème de rémunération qui n'est pas assez importante, qui entraîne les collègues, pourtant déjà, qui font des heures très très nombreuses. On est en moyenne à plus de 43 heures par semaine pour les différents collègues. Donc, on voit bien que c'est ce problème de rémunération qui les entraîne à se dire, finalement, je prends des heures en plus, non pas parce que je m'ennuie, non pas parce que ça va faire forcément des projets extraordinaires, mais souvent, c'est uniquement une question pécuniaire qui les amène à faire ça. Et malheureusement, lorsqu'on a déjà un nombre d'heures qui est conséquent, quand il faut faire des heures en plus, il y a un moment où on ne peut pas tout gérer de front. Donc notre crainte à nous, c'est que ça ait des conséquences déjà sur les conditions de travail des personnels et qu'ensuite ils ne puissent pas se consacrer autant qu'il le faudrait au travail mené. Il ne faudrait pas que certaines heures se fassent au détriment d'autres, parce que l'intérêt pour nous, c'est bien la réussite des élèves. Ouais. Et il faut qu'on puisse avoir à chaque fois des personnels qui soient en capacité de travailler correctement. Mais justement, la rémunération des enseignants, c'est quoi la réalité entre les différentes annonces? On voit souvent que la France est bien à la traîne par rapport aux partenaires européens en termes de rémunération, même si les ministres vantent le modèle nord-européen ou allemand. En France, clairement, il y a eu des efforts ces derniers mois, mais est-ce qu'ils sont suffisants ou est-ce qu'on est très loin du compte? Alors on est encore très loin du compte malheureusement. La rémunération, en réalité, c'est un véritable problème. C'est peut-être même le premier problème qui crée le problème d'attractivité que l'on rencontre dans nos métiers. On a une crise de recrutement qui est énorme, on a une hausse des démissions. La rémunération n'est pas le seul facteur, évidemment, mais ça en fait partie. Oui, nous avons des salaires plus faibles qu'en Europe. Après, nous avons conscience aussi qu'une grande partie de la population française n'a pas notre salaire, c'est vrai. Néanmoins, pour le niveau de recrutement, c'est-à-dire pour le niveau de diplôme, pour le travail qui est demandé, parce que vraiment, il faut être expert quand même dans ce qui est fait. C'est pas juste faire des coloriages avec des élèves, être enseignant. Donc, pour le niveau qui est exigé, les salaires ne sont pas suffisants, clairement. Ouais, on est loin du compte. Alors, il y a aussi, quand on est parent d'élèves, une inquiétude de se demander mais qu'est-ce qui se passe à l'éducation nationale? On a l'impression que tous les ans, tous les 5 ans, on réinvente la roue. On a eu le bac Blanquer et puis on voit que finalement c'est une très mauvaise idée, que les maths doivent revenir. On a eu la parenthèse Pap Ndiaye, qui on n'a pas trop compris ce qu'il faisait à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Là, on a Gabriel Attal qui arrive avec un discours sur la laïcité, sur la baya, etc. Est-ce que les années Blanquer, ça a été 5 ans pour rien, même si le gouvernement ne veut pas le dire? Est-ce qu'il y a un aveu d'échec? Est-ce qu'on peut rassurer les parents en disant que les savoirs essentiels vont être préservés et que les programmes ont encore un sens? Ou est-ce qu'on a affaire à des apprentis sorciers dans les rectorats et au ministère de l'Éducation qui essayent des trucs finalement et utilisent nos enfants comme des cobayes pour des apprentissages dont on ne sait pas ce qu'ils vont être?
Alors la première chose, c'est que oui, on peut rassurer les parents. On peut rassurer les parents parce que vous avez face à vos enfants des professionnels. Et on est là vraiment, je le répète, pour la réussite de nos élèves. On est là pour faire en sorte que tout se passe au mieux et qu'on puisse leur apporter les clés pour devenir des citoyens qui pourront être des personnes qui seront bien dans leur vie d'adulte par la suite. Par contre, c'est vrai que l'on constate beaucoup de choses qui viennent des différents ministères. On a souvent constaté que dès qu'un ministre arrivait, il fallait une réforme de ce ministre, il fallait qu'on garde en tête ces années-là. Alors, on a eu quand même, je suis désolée pour la formulation peut-être un petit peu forte, mais une vision très passéiste sous les années Blanquer. On a eu une parenthèse Pape Ndiaye, mais j'ai le sentiment, alors Gabriel Attal vient d'arriver, donc on va lui laisser le temps de prendre ses marques et on va voir comment il va mettre en œuvre sa politique, mais on peut peut-être craindre une vision un peu passéiste lorsqu'on parle uniquement de retour aux fondamentaux, comme si on ne travaillait pas les fondamentaux déjà. On a la sensation souvent que au ministère, on ne sait pas comment ça se passe dans les classes. Et on n'écoute pas assez les représentants des personnels, on n'écoute pas assez les personnels pour savoir ce qui se passe. 2 ministres de suite qui viennent de l'école alsacienne, qui ne connaissent rien à l'école publique de la République. Ça dit quelque chose quand même de la déconnexion, non ? Alors je ne sais pas s'ils ne connaissent rien à l'école publique, je ne peux pas en juger, mais effectivement c'est quand même un symbole qui est très particulier. Quand on défend l'école de la République, oui, c'est quelque chose qui interroge énormément. Et puis il y a eu un drame, une semaine de la rentrée, le suicide d'un adolescent de 15 ans à Poissy pour cause de harcèlement à l'école. C'était censé être une grande cause. Elisabeth Borne a annoncé des mesures pour la rentrée. On attend de voir quelles vont être ces mesures. Sur le harcèlement, est-ce que vous pensez que là encore il va y avoir une vraie prise de conscience et une politique forte pour protéger les victimes de harcèlement à l'école ? Alors on ne peut que le souhaiter, mais déjà ce qu'il faut rappeler, c'est que le harcèlement est une question primordiale qui est déjà prise en charge. Malheureusement, on voit apparaître ces drames qui se produisent et que l'on entend peut-être qui ont plus de retentissement dans les médias, mais c'est quelque chose qui est déjà pris en charge, qui doit cependant être renforcé et absolument être renforcé. C'est l'affaire de tous les personnels dans les établissements. Donc on a besoin là encore de formation, mais on a besoin de personnel. Je vous disais tout à l'heure qu'on manquait d'enseignants de CPE, de PsyEN. Là clairement, les personnels d'éducation, les psychologues ont un rôle majeur et sans eux, ou en tout cas lorsqu'on n'a pas ces personnels en nombre suffisant, ce sont autant d'élèves qui vont être plus en difficulté et auprès de qui on ne pourra pas répondre correctement. Donc on a besoin de temps de formation, d'appropriation et puis d'une mise en œuvre des choses. Mais le harcèlement, ça ne se limite pas aux portes de l'école. C'est quelque chose qui a trait dans toute la société, donc on a besoin aussi de conduire un travail avec les parents, avec les autres partenaires, les acteurs de la société, de la santé. Enfin, on doit vraiment mener un travail commun et on ne doit pas faire croire qu'on peut tout faire porter sur l'école. On ne pourra pas tout, on fera notre maximum, mais on ne pourra pas tout seul. Parce que ça se passe beaucoup en dehors de l'école aujourd'hui, aussi, avec les réseaux sociaux notamment. Et le fait que l'école est certes un lieu du harcèlement, mais c'est au-delà de ça, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Ouais. Emmanuel Macron a annoncé qu'il souhaitait que chaque élève de 6e plante un arbre. Grosse mesure écologique du quinquennat. Vous en pensez quoi ? C'est très bien de planter des arbres. Ce qui serait encore mieux peut-être, ce serait d'avoir un bâti scolaire qui soit éco-responsable, c'est-à-dire qu'on n'ait pas seulement l'image d'un arbre qui a été planté, mais qu'on ait des bâtiments qui répondent aux enjeux climatiques aujourd'hui, qu'on ait des normes thermiques qui soient respectées, qu'on ait en fait des élèves et des personnels dans des bonnes conditions de travail qui comprennent qu'on est face à un changement climatique qui est conséquent et donc ça ne peut pas être la seule mesure. Plantons des arbres, oui, mais on ne peut pas s'arrêter là. Mais justement, là encore, l'idée de faire rentrer les élèves en échec scolaire avant les autres, fin août, dans des bâtiments qui sont des vrais passoires thermiques, avec des aquariums où le soleil tape et où il fait plus de 30-40 degrés parfois dans les salles de classe, ça montre encore une fois la déconnexion de ces responsables politiques avec la réalité du terrain. Oui, et là je dirais qu'il y a 2 éléments à prendre en compte. Le premier, c'est que on parle d'élèves en échec scolaire à qui il faudrait proposer plus de temps, mais pour nous, le temps scolaire, le temps d'enseignement, il doit être avant tout qualitatif. Avant de penser à du quantitatif, il faut abaisser le nombre d'élèves par classe. Il faut s'assurer qu'on ait assez de personnel face à eux, que ce soit les enseignants ou autres. Donc, on rejoint toujours cette même difficulté. Et oui, on a besoin de travailler énormément. Je parlais du bâti scolaire. On a des plans de rénovation qui sont prévus, mais on a besoin d'accélérer les choses. Et on a vraiment besoin de la prise de conscience de tout le monde sur ce sujet.
Mais on voit que sur le bâti notamment, c'est pas une priorité puisqu'il a été demandé aux universités de renier un peu sur les plans de rénovation pour essayer de récupérer un peu d'argent pour la solidarité ailleurs. Sur les différents collèges et lycées en France, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se fait jour ou on est toujours au même niveau ou est-ce qu'il y a des chantiers qui sont en cours et des choses encourageantes? Il y a des chantiers en cours, on est sur des objectifs, on va dire à moyen terme, notamment en 2030. La grande difficulté qu'on rencontre après dans l'éducation nationale, c'est que les bâtiments sont à la main des collectivités. Donc que ce soit les municipalités, les collèges, les municipalités pour les écoles, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées, on n'a pas toujours les mêmes acteurs, ou en tout cas, on va dire que les volontés des uns et des autres sont pas toujours concomitantes et il faut réussir à trouver un point d'entente pour tous, dans l'intérêt des élèves et des personnels. Et est-ce que vous avez un message à faire passer à ce nouveau ministre Gabriel Attal qui vient d'arriver, un message clé pour cette rentrée ? Qu'il nous écoute, surtout qu'il n'hésite pas à dialoguer avec nous parce que le dialogue social est vraiment essentiel. On a besoin en fait de retrouver la confiance. On a besoin de montrer que on fait un métier magnifique. On a envie qu'il y ait davantage de personnes qui puissent le faire aussi. Donc on aimerait réussir à combler ce problème d'attractivité. Et pour cela, il faut qu'il puisse construire avec les personnels et pour les personnels les différentes mesures qui viendront dans son ministère. Mais avant le dialogue, il y a déjà une mobilisation qui est prévue le 13 octobre sur les salaires, notamment avant la conférence sociale peut-être sur les salaires. L'UNSA en fera partie, j'imagine, les professeurs aussi. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements de grève qui se profilent à l'horizon pour les parents d'élèves et les professeurs qui vont se mettre en grève là dès la rentrée ou est-ce qu'on attend le 13 octobre? Alors nous attendons le 13 octobre. À ce jour, il n'y a pas particulièrement de mouvement de grève spécifique, qui soit prévu pour l'ensemble de la France. Il peut y avoir des mouvements de grève spécifiques s'il y a des difficultés très localisées. Mais pour l'instant, oui, on attend le 13 octobre pour voir la suite. Merci beaucoup Audrey Lalanne de l'UNSA de nous avoir parlé de cette rentrée scolaire. Merci à vous.